Libre-échange de 9 à 10 heures sur RCN 90.7. www.rcn-radio.fr. La CARSAT. On va faire simple, c'est la caisse de retraite de la sécurité sociale. Et elle a deux fonctions. Elle s'occupe donc des retraites, mais aussi du volet santé-travail. Voilà. D'accord, alors ça c'est d'actualité là en ce moment, la retraite. Oui, c'est tout à fait l'actualité. Ma deuxième présidence, on va dire ça comme ça, c'est aussi la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Oui. Et c'est le Parlement sanitaire qui est accolé à l'Agence régionale de santé. Donc voilà, on regarde aujourd'hui à l'ARS, tout à fait. Le problème aujourd'hui, c'est de pérenniser un système qui est quand même axé sur la répartition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une caisse, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est les actifs qui cotisent pour les retraités. Oui. C'est pas une caisse par capitalisation qu'on peut l'avoir, par exemple, dans les banques. Caisse qui, avant-guerre, ont fait faillite. Il faut aussi le reconnaître. Par capitalisation, il faut expliquer un petit peu... C'est la caisse d'épargne. C'est un bon... Voilà. Vous épargnez de l'argent et après, on vous le redistribue. Sauf que cet argent-là est placé sur des marchés financiers avec le risque des marchés financiers. Alors, il existe un certain nombre d'organismes au niveau de la retraite. Il y a la MSA, donc pour le régime agricole. Il y a l'ARCO, il y a l'AGIRC, il y a le CNAV. Alors, en tout, il y a une trentaine d'organismes. Les gens n'arrivent plus à s'y retrouver. Donc ça, c'est les régimes qu'on appelle obligatoires, c'est ça ? Alors, les régimes obligatoires, c'est le régime général, celui que je représente. Oui. Mais c'est aussi les régimes complémentaires que sont les régimes ARCO pour les salariés, AGIRC pour les cadres. C'est deux régimes. Donc, l'ARCO et l'AGIRC est une caisse de retraite complémentaire. Alors, la facilité aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quel point retraite. Oui. Que ce soit ceux de l'assurance retraite ou que ce soit ceux de l'ARCO et l'AGIRC pour liquider votre dossier retraite. Et là, on vous fait une simulation de votre pension. Oui. Donc voilà, après les gens, c'est eux qui choisissent s'ils partent le moment venu, s'ils veulent prolonger un petit peu. On est plus maintenant vers une retraite au choix du salarié. Ce n'est plus une obligation de partir à 60 ans. Alors aujourd'hui aussi, moi, dans les chiffres que j'ai pu voir, aujourd'hui la moyenne c'est 60-62 ans le départ en retraite en France, c'est ça ? Oui. Le système actuel, il est à bout de souffle. Oui. Parce que non seulement économiquement c'est compliqué, mais en plus il est inégalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des espérances de vie très courtes, enfin plus courtes que les autres en tout cas, et c'est ceux qui ont eu les boulots les plus pénibles, et malgré d'ailleurs ce qu'on a réussi à obtenir les dernières années... Oui, par exemple, malgré ce qu'on a réussi à obtenir en 2002, je crois, on a encore aujourd'hui une inégalité par rapport à la retraite en termes d'espérance de vie. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que le système est aussi inégalitaire dans le sens où aujourd'hui, meilleur est votre salaire, meilleur est votre taux de comment on appelle ça ? De rendement. C'est-à-dire votre pourcentage de salaire que vous allez toucher à la retraite, il est plus important si votre salaire était au départ plus important, ce qui est quand même complètement fou. Ouais. Le système creuse les inégalités. Donc la CFDT dit, il faut arrêter de penser qu'on y arrivera en bougeant juste un paramètre, à savoir en reculant l'âge de départ. Ça, c'est pas possible. Il faut mettre tout le système à plat et inventer un nouveau système de retraite par répartition. Alors, j'explique, comme on a dit quand j'ai préparé l'émission, je suis totalement apolitique. Mais toujours pareil, la volonté d'avoir le pouvoir. D'un côté, au présidentiel, on avait, un groupe qui était là, il disait bon, il faut allonger la retraite et tout. Aujourd'hui, notre président actuel nous dit non, là aujourd'hui, on va revenir à 60 ans, l'âge légal de la retraite. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, alors qu'on est conscient? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, C'est pas 60 ans pour tous, c'est 60 ans pour ceux qui ont des carrières longues. Carrières longues, oui. Attendez, c'est pas une généralisation. Alors, expliquez, c'est pas le retour. Je fais un peu c'est pas le retour à 60 ans. Ouais. C'est le retour à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, à 18 ans. Voilà, d'accord. Voilà. C'est conditionnel. C'est bien clair pour nos auditrices, il faut bien leur expliquer. Si ces gens-là partent, par exemple, une personne qui a commencé à travailler à 18 ans, voire avant aujourd'hui, mais mettons 18 ans, il a cotisé quand même c'est l'équivalent de plus de 40 ans de cotisation. Donc la référence, c'est le nombre d'années de trimestre qu'on rappelle, de trimestre, qui est, rappelons-le, de
Normalement, en moyenne, c'est 37 ans et demi, c'est ça? Non, c'est plus, c'est 42 ans. Ouais, c'est 42, c'est ça, 42 ans, c'est ça. Et donc voilà, donc une personne qui a cotisé 42 ans doit normalement partir ce qu'on appelle à taux plein. C'est ça? Voilà. Pour bien expliquer. Sur un salaire qui est moyenné, c'est-à-dire qu'on prend comme référence les 25 meilleures années. D'accord. Ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique d'État ou territoriale. Comment ça se passe à ce moment-là? Là, c'est sur les 6 derniers mois de salaire. Est-ce qu'égalitaire? Je sais pas, je pose des questions. Le problème, c'est que si on met à plat l'ensemble du système de retraite, il faudra le mettre aussi pour tout le régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a aussi des régimes spéciaux. Bon, il faut aussi, il y a des niches. Voilà, il y a des niches, qui sont en voie d'extinction parce que les régimes spéciaux, genre par exemple EDF, GDF aujourd'hui, ils sont rentrés dans le régime général. Le régime des mineurs aujourd'hui, les mineurs, ils n'existent plus en France. Oui. Donc voilà. Donc c'est des régimes qui sont pour certains en voie d'extinction, d'autres qui sont adossés au régime général. Voilà, avec les conditions du régime général, bien sûr. Alors, il y a deuxième casquette qui est le CRSA. La Conférence régionale de santé et de l'autonomie. Voilà, et tout est lié de toute façon, la santé. Pour partir en retraite, il faut être en santé, il faut avoir la forme quand même. L'espérance de vie rallonge et donc la retraite. Elle rallonge, mais pas pour les Lorrains. Enfin, un peu pour les Lorrains, mais les Lorrains ont une mortalité inférieure à la moyenne nationale. Voilà, donc qui peut s'expliquer par le passé industriel de notre région, qui quand même fait, comme l'a souligné Dominique Toussaint, voilà, la pénibilité du travail pèse aussi sur l'âge de maintien en vie, quoi. Et donc, plus on a des boulots difficiles, plus aujourd'hui la mortalité elle est basse pour ces catégories-là. Voilà. Alors justement, Monsieur Toussaint, là, donc dessus, vous travaillez sur l'Observatoire régional de la santé, donc au travail. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration des choses à ce niveau-là? Parce que il y a eu quand même beaucoup de maladies. Je pense à l'amiante, par exemple, où j'interviens. Il y a d'autres maladies aussi, les maladies professionnelles, par exemple dans le bâtiment, qui sont malheureusement reconnues trop tard parce que quelque part, on laisse un peu aller la dérive, on s'en rend compte après. Et donc, quel est votre travail à ce niveau-là et quels sont, vos objectifs? Alors, l'Observatoire régional de la santé... Oui, je vais essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Alors, l'Observatoire, c'est un outil des partenaires sociaux déjà. C'est quelque chose qui est géré par les partenaires sociaux, côté employeur, côté salarié, avec un objectif principal qui est de mettre en œuvre des actions de prévention, de préférence un peu innovantes, pour que ensuite on puisse en tirer quelque chose et que ça puisse être généralisé éventuellement au niveau national, puisque les observatoires sont régionaux. Oui. Voilà. Donc ça, c'est d'abord ce à quoi sert l'ORST. Alors on a eu plusieurs actions déjà depuis quelques années. On a bossé sur les troubles musculo-squelettiques, on a bossé sur la prévention des cancers d'origine professionnelle, qui est vraiment là un truc où encore une fois la région Lorraine est très très mal placée. Et en ce moment, on bosse sur la question de la prévention de la désinsertion professionnelle, puisque aujourd'hui vous avez beaucoup de salariés qui développent des pathologies qui au départ sont pas des pathologies gravissimes du point de vue médical. Par exemple, quand vous avez un problème articulaire au coude, ça met pas votre vie en danger, mais ça peut mettre votre boulot en danger. Et vous pouvez vous retrouver avec des inaptitudes totales au travail, notamment pour les caissières de supermarché. Et ensuite, c'est la dégringolade au niveau quand vous avez plus de boulot, dans le contexte actuel, que vous vous retrouvez avec une inaptitude et que vous avez peu de qualifications, c'est très très compliqué. Donc on essaye de bosser là sur une évaluation de comment l'ensemble des acteurs peuvent mieux bosser ensemble pour détecter ces situations-là le plus vite possible, histoire de mettre en place des alternatives quand il en est encore temps, des alternatives d'aménagement de poste, de formation, de lien entre le médecin du travail et le médecin traitant. Enfin, tout ça est très compliqué parce que le système est très compliqué. Après, sur ce que vous me demandiez sur le contexte de la santé au travail, en gros, parce que forcément on va être schématique, il y a deux grosses tendances. Les accidents du travail baissent, notamment les accidents mortels. Il y en a encore de trop, bien évidemment, mais ils baissent. Par contre, les maladies professionnelles explosent. Et dans les maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques explosent et tout ce qui est lié au stress au travail explose aussi. Voilà les deux grosses tendances qu'on peut repérer aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez faire les meilleures formations du monde à l'extérieur de votre travail pour apprendre les bons gestes. S'il n'y a pas une réflexion sur l'organisation du travail et sur comment tout ça peut se mettre en place réellement dans votre boulot, ça marche pas.
Parce que les salariés, ils font pas, je veux dire, c'est pas par plaisir qu'ils prennent des mauvaises postures et qu'ils font des gestes qui finissent par leur faire mal. Oui. C'est parce qu'ils essayent de trouver en permanence la meilleure solution pour pouvoir répondre à la contrainte qui leur est posée. Voilà. Donc si on bosse pas sur les contraintes, on n'y arrive pas. Donc les TMS, la prévention des TMS passe obligatoirement par une action sur l'organisation du travail au sens large. C'est en ça d'ailleurs que ça rejoint aussi la question du stress et des risques psychosociaux. Les deux sujets sont complètement liés. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec vous parce que j'interviens dans ces domaines de compétences, justement, tout ce qui est ergonomie sur les postes de travail et notamment tous les problématiques qu'on peut, et ça je pense qu'on peut le développer, en parler aussi, sur le travail à la chaîne. Par exemple, dans les abattoirs, dans les découpes, on pense à ça, mais aussi fabrication industrielle, que ce soit dans l'automobile, dans différents postes. Et moi, on a pu vivre une expérience, c'est qu'en faisant tourner sur les postes des personnes, on augmentait la productivité et deuxièmement, les maladies, là étaient diminuées là. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est important ce que vous dites parce que ça ramène un élément, c'est que tout ça est complètement lié aux questions de productivité. C'est-à-dire que les employeurs qui bossent sur ces questions-là, avec les représentants du personnel, avec l'ensemble des salariés, augmentent aussi la productivité de leur entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de signer des contrats d'objectifs et de moyens avec les associations de médecine du travail, justement pour améliorer la prévention, pour détecter les risques de façon très précoce. Mais aussi, la semaine dernière, on a signé avec la Fédération du bâtiment pour faire de la prévention, mais dès la formation. C'est-à-dire introduire dans les programmes scolaires, parce que ça passe là. Après, on fait plus que de la réparation. Comme l'a dit Dominique Toussaint, quand vous avez une chaîne de travail qui est mal conçue, qui est accidentogène ou qui provoque ce genre de maladie parce que les gens, ils font toujours le même boulot, effectivement, c'est ce qui se passait à l'époque chez Seb. Après, quand on a fait tourner les gens sur les lignes de production, un jour ils faisaient des grille-pains, le lendemain ils faisaient des fours, ils avaient plus les mêmes gestes. Et le nombre de maladies diminuait. Ça veut dire que quelque part, il faut une adaptation du poste de travail. Mais là, c'est de la prévention. Et là, l'assurance maladie aujourd'hui, risque professionnel, peut aider les employeurs par des mesures financières, c'est-à-dire des aides financières directes ou des contrats de prévention, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre un certain nombre d'actions qui sont déterminées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité. La contrepartie de ça, c'est qu'on les aide financièrement. Oui, mais vous parlez des aides financières, je vous suis, mais on n'a plus de pognon. On n'a plus d'argent, regardez l'ARS. Oui, non, il faut être clair, on consolide ensemble. Le déficit de la sécurité sociale, le déficit des caisses de retraite. La branche accident du travail et maladie professionnelle, c'est une branche qui est aux mains des partenaires sociaux. Et donc, les comptes s'équilibrent. C'est-à-dire que c'est en fonction du risque, des invalidités et tout ça qu'on calcule le taux de cotisation des employeurs. D'accord. Tous les ans, un employeur, il reçoit sur sa feuille en début d'année, il reçoit son taux qui correspond au taux d'accidentabilité de sa branche dans laquelle il est. D'accord. Que le bâtiment... Et par rapport à l'entreprise aussi. Voilà, c'est le taux qui est appliqué à l'entreprise sur les salariés qu'il a dans l'entreprise. Ça veut dire que, la branche, alors, des fois, il y a des années, elle est déficitaire, mais elle n'est pas déficitaire énormément. L'année suivante, elle est excédentaire. C'est-à-dire qu'il y a un ajustement permanent des cotisations. Et là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens parce que il faut pas non plus rigoler. Les moyens, ils sont comptés aussi. Il faut, moi je dis aujourd'hui, il faut optimiser l'ensemble des fonctionnements, que ce soit ceux de la sécurité sociale, que ce soit ceux de la médecine du travail, que ce soit ceux aujourd'hui de l'inspection du travail. La prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Donc l'argument de en ce moment il n'y a plus d'argent, justement, en ce moment il n'y a plus d'argent, donc mettons le paquet sur la prévention. On n'a plus les moyens de laisser les salariés s'abîmer au travail comme ça a été fait pendant trop longtemps. Alors, parce que la sécurité sociale, elle est quand même bien faite. Un employeur aujourd'hui qui a des risques, qui déclare des maladies professionnelles et des accidents du travail, sa cotisation, elle augmente. C'est-à-dire que la sécurité sociale, elle est aussi l'assureur du salarié comme de l'employeur. Mais quand l'employeur a des risques, par exemple, un employeur qui déclare aujourd'hui un cancer dû à l'amiante, tous les frais médicaux qui justifient, qui sont donnés aux salariés, sont répercutés sur le compte de l'entreprise. Mais pour le reconnaître aujourd'hui, combien il a fallu de morts ? Ça c'est un autre débat. Et à ce niveau-là, est-ce que aussi ça avance, oui, mais d'un autre côté, ceux qui malheureusement ont laissé leur vie, est-ce que pour leur descendance, ça a été pris en considération ? Il y a une indemnisation, il y a des choses comme ça ? Oui.
Ouais. Oui, c'est important de le dire, c'est pour nos auditeurs. Aujourd'hui, vous avez, par rapport à ces maladies professionnelles ou ces accidents du travail, par exemple, vous prenez un salarié du bâtiment qui demain perd l'usage d'une main aujourd'hui, il ne peut plus travailler. La sécurité sociale indemnise, c'est-à-dire que s'il meurt par exemple et qu'il a des enfants en bas âge, il y a des rentes éducation qui sont servies à la veuve ou à ses ayants droit jusqu'à la majorité des enfants, voire plus s'ils ont des. C'est-à-dire que c'est un coût pour la sécurité sociale, mais ce coût-là, la sécurité sociale le refacture à l'entreprise, ou globalement à la branche professionnelle. Donc du fait, comme le disait Dominique Toussaint, la prévention à un moment donné, si vous êtes chef d'entreprise, vous lancez dans la prévention, vous diminuez vos coûts. Et en diminuant vos coûts... Bon élève, je baisse mes coûts, mauvais élève... Et donc, je suis plus compétitif parce que je vends moins cher que les autres. Oui, bien sûr. Mais bon, alors justement, Monsieur Toussaint, la prévention aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a, ça fait partie aussi de la formation initiale, mais aussi la formation continue. Oui. Comment ça se passe déjà au niveau de la formation initiale? Vous avez en Lorraine, comme dans toutes les régions, un plan régional de santé-travail, par exemple, qui a accès à un certain nombre de travaux prioritaires, dont celui de la prise en compte de la prévention des risques dans la formation initiale. Alors ça veut dire un boulot avec le conseil régional pour tout ce qui est centre d'apprentissage. Ça veut dire un boulot avec l'académie pour faire remonter au niveau national tout ce qui est de l'ordre des programmes. Et là, on se rend compte qu'il y a une difficulté, c'est que de plus en plus maintenant, ces éléments-là de prévention des risques et d'éléments de santé publics sont dans les programmes, sauf qu'ils ne sont pas traités. Parce que le programme est trop important, donc on met en dernier ce qu'on estime être le moins important. Et c'est ça qu'on estime être le moins important. Donc il y a encore du boulot à faire. Il y a des priorités. Pour que ça redevienne pour tout le monde, y compris pour le corps enseignant, qui est peut-être pas très bien préparé à ça d'ailleurs, qui est peut-être pas très bien au courant lui-même de ce qu'il faudrait faire, pour que ça reste pas uniquement dans les manuels, mais qu'effectivement ça passe dans les pratiques. Nancy commence aussi à se vider en termes de médecins généralistes. Bon, on n'est quand même pas au seuil critique quand même. Alors, je vais donner un chiffre. 50% des médecins généralistes sur la Lorraine, ça c'est l'ordre des médecins que j'ai reçu ici à notre émission, d'ici 5 ans, ils disparaissent. On fait quoi Mais alors, continuez, je te donne ces chiffres. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui avec ces maisons de santé pluriprofessionnelles, alors moi je le dis, quand j'étais président de l'URCAM, moi j'ai essayé de fédérer les financements de ces maisons-là. Bon, moi je pense que c'est aujourd'hui des lieux où, sincèrement, comme moi j'en ai visité quelques-unes, je pense que c'est bien conçu. C'est fait aussi pour lutter contre l'isolement thérapeutique. Pas toujours bien conçu, docteur. Pas tous les jours bien conçu, peut-être. Parce que derrière, il y a aussi... Enfin, moi je me permets de le dire, je travaille sur toute la France, et puis même hors de ses frontières, sur les problématiques des désertifications médicales. Il y a des fois, il y a des choses qui sont faites totalement inadaptées. Exemple, je peux en citer plusieurs. Par exemple, là, au niveau des surfaces, il y a tendance à une réduction des surfaces, et bien souvent il y a des choses qui sont faites qui sont pas très en harmonie avec l'écologie, avec l'harmonie d'un point de vue architectural. Des fois on dépense de l'argent monstrueusement, que c'est pas rationnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je dis ce que je pense. Le problème de ces maisons, c'est que c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un territoire, sa population, ses élus et les professionnels. Si on n'organise pas je dirais un peu vulgairement ce ménage à trois, ménage à trois, bien souvent ce qui se passe dans les campagnes aujourd'hui, le maire dit « moi j'ai plus de médecin, bon, je monte ma maison et puis venez ». C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça va faciliter aujourd'hui, on donne 4 600 € aux médecins à venir à s'installer. C'est pas certain que ça soit gagné non plus, parce que je suis contre. Premièrement, il y a une féminisation croissante de la profession. Oui. Quand vous discutez avec les jeunes internes qui sortent de la fac de médecine, qu'est-ce qu'elles vous disent, ces jeunes internes? Moi, je voudrais bien m'installer, mais elles y mettent des contraintes. Contraintes, c'est d'avoir une vie sociale, parce que quand vous avez fait toutes vos études à Nancy, vous avez quand même accès à la culture, à des modes de garde, à des loisirs que vous n'avez pas forcément à 20 km. Donc,
aujourd'hui, ce mode de maison de santé pluridisciplinaire, moi je vois par exemple celle de Vicheret que je connais assez bien. Les médecins qui sont à Vicheret, ils sont pas, il y en a pas un qui viennent tous le matin faire, je dirais comme ils viendraient travailler vulgairement à l'usine. Sauf qu'ils assurent ça devient l'usine. Sauf qu'ils assurent des gardes, ils assurent un certain nombre de choses. Je pense qu'aussi ces maisons de santé pluridisciplinaires aujourd'hui avec les fibres optiques peuvent transmettre, on peut se transmettre entre hôpitaux et maisons de la télémédecine, et ce qui fait que l'angoisse qu'a le jeune professionnel qui vient de sortir de la fac, qui veut exercer, c'est l'isolement thérapeutique. Et là, c'est un des moyens d'être en liaison avec directement ses pairs à l'hôpital qui peuvent l'aider pour avoir un diagnostic. Absolument. Donc, ce qui permet aux jeunes, alors la télémédecine, moi, dans certaines prises de position, je suis d'accord pour avoir un diagnostic. Exemple, ce que vous disiez à juste titre, moi je suis médecin dans la campagne, j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste, d'un cardio, ça coûte moins cher, je demande s'il est disponible, parce qu'ils sont tous pris, je vais dire, au niveau des activités, tellement il y a du travail. Mais par contre, la pauvre grand-mère qui est dans la Creuse, jamais on va pouvoir lui faire un diagnostic à distance avec la caméra. Déjà, si, comme je dis, on l'aura en saccadé, quoi. Et les relations humaines. Il me semble que la liberté totale d'installation, on voit que ça peut plus durer, quoi. Ça durera plus très longtemps. Il faut trouver quelque chose d'autre. Voilà. Oui, mais on a Marisol Touraine. Après, attends. Je souhaite pas non plus simplement qu'on tape uniquement sur les médecins, parce que ça peut pas être le seul élément d'aménagement du territoire, quoi. Je veux dire, on peut pas continuer à dire il faut absolument que les médecins soient partout parce qu'il y a un besoin de santé publique, ce avec quoi je suis complètement d'accord, et accepter qu'il n'y ait plus la Poste, il n'y ait plus l'éducation nationale, il n'y ait plus les services publics, voilà, parce que il faut que l'aménagement du territoire, la lutte contre la désertification des campagnes, elle passe par une politique volontariste, bien sûr, dont les services médicaux sont une partie, et seulement une partie, quoi. Alors il faut la tenir, cette partie-là, mais il faut aussi accompagner avec le reste. Et puis je voulais aussi rajouter que là, on est en train de parler d'un truc vachement important. On est pour, effectivement, à la CFDT, cette expérience des maisons médicales. Enfin, on voit bien que l'exercice... Il y a quelques années, ce qui pouvait arriver de pire à un médecin, c'était que quelqu'un vienne s'installer en face de chez lui. Aujourd'hui, ce qui peut arriver de pire à un médecin, c'est que celui qui était en face de chez lui, il s'en aille. Bon. Après, un autre élément qui est très important, parce que là, on parle des structures, et c'est important, mais l'accès aux soins, c'est un peu plus compliqué que ça encore. C'est-à-dire que, par exemple, en 2007, la CFDT, on avait fait une petite enquête auprès de 1200 salariés. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. 1200 salariés en 2007 nous disaient déjà que 60% d'entre eux avaient subi des dépassements d'honoraires, et 30% d'entre eux, à cause de ça, avaient dû reporter des soins, voire annuler les soins qu'ils auraient dû avoir. Donc, il nous semble que là, on a un vrai problème, et de plus en plus, avec l'évolution de ces dernières années, d'accès aux soins dus à des dépassements d'honoraires qui sont abusifs. Voilà. Bien sûr. Donc, ça aussi, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter. À la conférence régionale de santé, on travaille beaucoup sur le droit des usagers. Et dont ce que vient de dire Dominique est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a peu de plaintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais en Lorraine, vous allez passer une radio, on vous demande 5 € pour stocker la radio. Ça fait partie des obligations. Ça, c'est interdit par la Caisse nationale. Écoutez bien, c'est interdit par la Caisse nationale de demander 5 € pour stocker les radios. Vous avez de la place chez vous pour les stocker à un moment donné, et ça fait partie de leurs obligations, inhérentes à leur profession. Bon, des forfaits comme ça, bon, je vais pas critiquer ce qui se passe en face, mais bon, il y a des forfaits administratifs qui sont demandés par les cliniques privées aujourd'hui, d'un certain groupe d'entreprises privées de santé. C'est illégal. Mais bon, on fait signer des papiers à l'entrée. Donc, si vous refusez, de toute façon, il ne se passe rien. Voilà. Si vous refusez, il ne se passe rien. Ils n'ont pas le droit de faire cela. Aujourd'hui, tout ça, c'est de l'accès aux soins mais si la personne ne signe pas Uber, et le médecin, il dit, je ne reçois pas. Non, ils n'ont pas le droit. Ah bah oui, ils n'ont peut-être pas le droit. Moi, j'ai vu le problème, c'est qu'aujourd'hui, mais personne n'ose s'opposer à un médecin au moment où on va se faire soigner, bien évidemment. Tant que les associations de patients ou les associations de consommateurs n'auront pas le droit d'aller en justice porter la parole des patients, nous n'avancerons pas sur ce dossier-là.
Quand vous êtes à 2 ou voire 3 médecins, vous optimisez aussi votre fonctionnement quelque part. Bien sûr. Vous avez un secrétariat commun. Vous pouvez échanger avec les autres professionnels. Vous les avez. Ils sont pas à 10 km, ils sont là sur place. C'est-à-dire que et là, ce travail collectif, moi je pense que c'est aussi une angoisse de moi pour les jeunes qui devraient pouvoir s'installer, parce que le problème qu'on a aussi, c'est le problème de l'installation des médecins. Les médecins aujourd'hui reculent de plus en plus leur installation. Ils ont peur de l'avenir, de la médecine libérale. Et ils préfèrent la médecine salariée ou la médecine de remplacement plutôt que de tenter l'aventure dans des milieux un peu plus éloignés. Faisons une médecine, je veux dire, une installation à la carte. C'est-à-dire celui qui veut acheter, dans les pôles de santé, et vous le retrouvez dans mon ouvrage, la zone rurale à votre santé, il faut le faire à la carte. Et mais il n'y a pas que les pôles de santé. Aujourd'hui, je rappelle qu'en France, on manque de 55 000 lits en maison de retraite. Des types de maladies qui apparaissent, d'autres peut-être qui sont... Nouvelles pathologies plus lourdes. Nouvelles pathologies, donc qui demandent d'autres types d'installations. C'est tout ça qu'il faut réfléchir à l'échelon d'une région, et puis voir aussi... Après, c'est une question aussi de financement, parce que le médico-social est massivement financé par les conseils généraux, et on connaît la situation aussi financière des conseils généraux. Oui, Dominique. On voit que pour régler la question dont on parle là, il y a un point qui est indispensable, c'est qu'on ait enfin un droit universel d'aide à l'autonomie. Cette fameuse loi face à l'autonomie qui devait être faite par le précédent gouvernement, qui n'a pas été faite, il faut absolument la faire.